Donc, comme je vous le disais, bienvenue à ce webinaire dans lequel on va parler de comment définir une stratégie marketing digitale. C'est vrai que c'est très important de nos jours. Donc, je vais vous présenter déjà vos interlocuteurs qui sont Gilles Dandel, donc consultant WSI en Ile-de-France, et Bernard Claude, donc de l'agence WSI Est à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous de nouveau aujourd'hui. Donc avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter l'agenda. Donc tout d'abord, on va présenter WSI un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas brièvement. Ensuite, nous verrons pourquoi définir une stratégie marketing digital est importante. Et ensuite, comment la mettre en place de manière efficace et performante. Et enfin, on laissera un petit temps de questions-réponses pour justement répondre à toutes vos questions si elles n'ont pas été répondues lors du webinaire. Merci Pierre, je vais prendre la suite pour vous présenter rapidement, tu as raison s'il faut aller vite là-dessus, WSI, qui nous sommes. Ça ne se sait pas encore assez, mais ça se développe. Nous sommes le premier réseau d'agences de consultants spécialisés en digital marketing. On est un très grand réseau. Le siège a été créé à Toronto, on a plus de 1000 agences à travers le monde. On a plusieurs milliers de clients qui nous font confiance et on en est ravis. On est présent dans plus de 80 pays. On a une cinquantaine d'agences en France et pour la petite histoire, WSI est plus vieux que Google WSI va fêter ses 20 ans cette année et Google n'est pas encore aussi vieux que nous et ils ne rattraperont jamais, malheureusement. C'est l'histoire. Alors, vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez une liste de un échantillon des franchisés qui font partie du réseau en France et vous pouvez bien sûr trouver la liste complète sur le site WSI Marketing Internet. Donc pendant ces 20 années d'existence, WSI a noué pas mal de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du digital marketing, comme Google, bien sûr, Adobe, Yahoo, Microsoft et d'autres. On est membre du SEMPO. Le SEMPO, c'est le Search Engine Marketing Professional Organization, qui est un consortium qui réunit les professionnels du Search Engine Marketing. Et on a des partenariats nouveaux qui ont été signés en fin d'année dernière avec Outsuite et HubSpot notamment, qui sont des partenaires forts qui sont en train de nous donner encore plus de poids à notre marque et à notre enseigne. Concrètement, WSI, c'est je vous l'ai dit, des exemples, des milliers de projets à travers le monde qui sont présentés régulièrement au Web Marketing Awards et on a la chance d'avoir tous les ans des projets qui reçoivent des trophées, soit pour le design, soit pour le contenu, soit pour l'architecture, soit pour l'architecture de conversion, etc. Il y a plein de catégories, un peu comme les Oscars ou les Césars, c'est d'actualité, et tous les ans on reçoit nos trophées à nous, et on est très fiers, et c'est bon aussi pour nos clients qui bénéficient d'une notoriété supplémentaire. Alors Internet, il y a 20 ans, ça ressemblait un peu à ça. Vous voyez le premier site de McDonald's qui déjà à l'époque commençait à jouer avec Internet. Ils avaient fait un petit site qui était très simpliste à la limite, même naïf. Mais en fait tout est là. Au niveau discours marketing, on voit une accroche claire, Welcome to McDonald's, avec une famille qui va avec ses enfants dans un restaurant où c'est facile de se garer, il y a un parking, il fait beau, les gens s'amusent à l'intérieur. Bref, on y va pas pour manger, on y va pour avoir du plaisir, pour avoir de l'émotion. Et à travers ce petit schéma tout simple, ils arrivent à faire passer déjà, à toucher les gens. J'ai rencontré l'autre jour Michael Aguilar, qui est un conférencier, professionnel, qui nous racontait l'histoire de McDonald's et que McDonald's a réussi à trouver à se différencier des autres chaînes de restaurants avec une histoire, avec un produit tout simple, c'est le Happy Meal. Pendant 17 ans, McDonald's a été les seuls à offrir un produit qui s'appelait le Happy Meal et qui a fait que les enfants venaient préféraient aller chez McDonald's que chez les autres. Pendant 17 ans, ils étaient les seuls à faire ça. Et c'est ce qui a donné leur réputation, c'est absolument incroyable. Donc il n'y a pas que le web pour faire du business, il faut avoir les bonnes idées. On en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le digital, on a voulu le représenter sur une carte de métro qui pourrait ressembler à ça, si on s'arrêtait aujourd'hui. Voilà, toutes les composantes du digital marketing sont représentées sur cette carte de métro et regroupées par code de couleur en fonction de leur implication dans telle ou telle catégorie. Donc vous avez la ligne rouge qui est une espèce de rectangle au centre qui est toutes les composantes qui sont nécessaires, éventuellement nécessaires, intégrées pour faire un site internet.
Elles sont pas toutes indispensables, mais on sait qu'aujourd'hui, voilà, toutes ces fonctionnalités sont là, et elles sont parfois liées à d'autres composantes, comme par exemple le référencement naturel, qu'on appelle la SEO, la ligne qui est violette qui part d'en haut à droite, ou l'email 2.0, l'email associé à un CRM, qui a une orange qui part d'en bas à droite, l'analytics qui traverse tout, cette ligne rose, etc. Donc on va pas rentrer dans les détails de tout ça, vous imaginez bien, parce qu'on pourrait y passer un petit peu de temps, mais c'était juste pour vous représenter de manière visuelle la complexité du web marketing aujourd'hui, du digital marketing aujourd'hui. Alors, la mauvaise nouvelle, ou la bonne nouvelle, je sais pas, c'est que d'après Google, et Ray Kurzweil qui vient d'être embauché, enfin maintenant ça fait 1 an qu'il est chez Google, il prédit qu'Internet va continuer à se complexifier autant dans les 5 prochaines années qu'il s'est complexifié dans les 25 dernières années passées. Vous imaginez le monde dans lequel on va. Et pourquoi? Tout simplement à cause de l'arrivée des nouvelles technologies qui sont les Google Glass, les objets connectés, les voitures qui se pilotent toutes seules, le projet Balloons qui permet d'avoir Internet n'importe où, même dans les zones où aujourd'hui c'est pas possible d'avoir Internet. Il y a tous les grands acteurs comme Facebook, Google et d'autres qui sont en train de mettre en place des solutions pour que tout le monde puisse toujours être connecté à Internet, à tel point que les grands acteurs du web aujourd'hui souhaiterait que ce soit un droit fondamental, tout comme on a le droit dans le droit des hommes, le droit de l'humanité, qu'on puisse se connecter à Internet où qu'on soit sur la planète. Donc on n'y est pas encore, mais il y a un autre rêve fou de Google, c'est de vouloir nous sauver de la mort à travers un décodage chromosome de façon à pouvoir être soigné avant qu'il soit trop tard. Bref, tout ça pour dire que le web, ça se complexifie, ça devient de plus en plus dense, et parfois, nos clients nous disent qu'ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus parce que ça évolue tellement vite, tout ça, qu'ils ont déjà fait leur site, ils ont fait du emailing, ils ont fait des réseaux sociaux, parfois ils ont fait du référencement naturel, du référencement payant, ils ont mis en place de types analytiques, mais waouh, ça devient un tout petit peu compliqué. Et comment on fait pour savoir ce qu'il faut continuer à faire, qu'est-ce qu'il faut accélérer, qu'est-ce qu'il faut freiner? C'est la vraie question, et John Wanamaker, que va nous le dire Bernard, a peut-être la réponse à ça. Ouais, John Wanamaker, qui est en fait l'inventeur un peu aux États-Unis au 19e siècle des grands magasins, disait que, comme vous le voyez, je sais que la moitié de mon budget marketing est inutile, le problème c'est que je ne sais pas quelle moitié. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui ce problématique existe toujours. Le digital par contre permet à certaines conditions de résoudre ce problème. Et ces conditions, c'est d'avoir une stratégie extrêmement claire et surtout des mesures efficaces. Parce que si on déploie une stratégie digitale et qu'on ne la mesure pas, qu'on verra plus tard, on ne résout que la moitié des problèmes. Alors Internet, aujourd'hui, il n'est plus question de se dire est-ce qu'il faut que j'y aille ou que j'y aille pas. Je veux dire, c'est clair que vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos futurs collaborateurs sont sur Internet. Ça, vous avez sur cette slide-là des informations qui sont fournies gracieusement par Google qui montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 millions d'internautes en France, sur les 66 millions d'habitants, qui se connectent à 90% en moyenne tous les jours, et ils passent en moyenne 1h30 par jour sur Internet. Et vous avez la répartition par tranche d'âge, vous voyez à la colonne de droite la population française par rapport à la population des internautes mondiale, par tranche d'âge, vous voyez qu'en France, on est assez homogène, quelles que soient les tranches d'âge, c'est autour de 20% partout. Donc aujourd'hui, Internet, ça concerne tout le monde. Et notamment les entreprises qui doivent bien avoir conscience que si on veut trouver ses clients, ses fournisseurs, etc., il faut être visible sur Internet. Alors comment on fait on en parlera tout à l'heure, mais encore un autre slide qui explique l'importance d'Internet, et en tout cas l'importance qu'accordent les annonceurs par rapport aux différents canaux d'information disponibles. Il y a tout ce qui est le print, la radio, la télé, c'est ce qu'on appelle les médias outbound, et puis les nouveaux médias qui sont inbound, Internet et le mobile. Là, on voit que tous les médias traditionnels, comme la presse, la radio, il y a de moins en moins de gens qui passent de temps sur ces canaux-là, et c'est la colonne jaune, le time spent, le temps passé par les individus que nous sommes, passe de moins en moins de temps sur ces canaux-là, alors que les annonceurs continuent encore à dépenser beaucoup d'argent là-dedans, même si c'est en baisse, alors qu'il y a d'autres canaux, comme Internet et notamment le mobile, où les gens passent de plus en plus de temps, peut-être que c'est votre cas aussi à vous,
On passe de plus en plus de gens sur Internet et sur nos mobiles, et les internautes, les annonceurs, notamment sur mobile, sont en retard, n'ont pas encore tous compris l'importance de ces nouveaux canaux. Donc ça bouge, ça c'est des stats qui datent de 2013, mais ne vous inquiétez pas, ça bouge, et bien sûr les annonceurs ont bien compris qu'ils vont aller là où sont les gens, ils vont pêcher là où sont les poissons. Donc la stratégie, c'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. On va pas parler de la stratégie d'entreprise, c'est un autre sujet. On sera ravi d'en parler à d'autres occasions, mais aujourd'hui on va se concentrer sur digital marketing. Mais on voulait juste faire un petit focus sur ce thème, la sortie de ce bouquin qui s'appelle l'Océan Bleu, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à le découvrir. D'autant qu'il y a une nouvelle version qui est en train de sortir, je crois qu'il sort demain. La nouvelle édition de la stratégie Océan Bleu sort demain, et pour ceux qui ont envie de l'intégrer, enfin de faire évoluer leur stratégie pour trouver leur Océan Bleu, c'est-à-dire trouver une zone de prospection, on ne va pas arrêter de se battre sur les prix parce que il y a plus que ça qui nous sert de différencier les concurrents. Et ben ça peut être une bonne idée d'inspiration, une bonne source d'inspiration. Mais le sujet, c'est de parler de la stratégie marketing digital, et on a décidé, Bernard et moi, de vous parler de ça en 3 grandes étapes. La première étape, ce sera de définir les prérequis. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pourquoi on met en place une stratégie digitale? Donc la première chose sera peut-être définir vos objectifs. Et j'en parlais encore ce matin à des prospects que je suis allé visiter à Paris. La première chose que vous devez faire, c'est pourquoi faire? Pourquoi on met en place une stratégie marketing digitale? Est-ce que c'est pour développer votre notoriété? Est-ce que c'est pour recruter des leads? Est-ce que c'est pour faire du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est pour réduire vos coûts de communication? Est-ce que c'est pour réduire les coûts d'acquisition des prospects clients? Ça peut être aussi pour optimiser la communication interne. Il y a plein. Aujourd'hui, Internet, ça touche plein de canaux possibles, plein d'objectifs possibles. Donc, d'être clair, et en fonction déjà de ces objectifs, les solutions, les outils à mettre en œuvre sont pas forcément les mêmes. Ensuite, analyser la situation. Et ce qu'il y a de magique avec Internet, d'ailleurs, c'est un des sujets, je crois que je vais intervenir bientôt le mois prochain, il y a la CCI, au plateau de développement international, qui me demande d'intervenir pour expliquer l'importance de définir une stratégie marketing digital. Alors, je sais qu'il y en a qui participent aujourd'hui à ce webinaire, et je les en remercie, bienvenue à vous. Mais pour les autres, en tout cas, c'est clair que c'est important d'analyser la situation. Et ce qu'il y a d'amusant, on en parlera tout à l'heure, il y a plein d'outils qui sont fournis par le web qui permettent d'identifier et d'analyser vos concurrents sur le web, pas forcément dans la vraie vie, mais sur le web, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément ceux que vous pensez, qui vous piquent des parts de marché. Vous avez des cibles, et ils ont des attentes, et ils les expriment, ils posent des questions sur le web, sachez les écouter, identifiez vos sources d'informations que consultent vos clients, il faut pêcher là où sont les poissons, je disais tout à l'heure, ben voilà, et si vous savez ce que les gens recherchent et où ils recherchent, ben, il faut être visible principalement sur ces endroits stratégiques. Et puis définissez votre stratégie différenciante, qu'est-ce qui va pouvoir quel est votre unique selling proposition, USP, et comment on va le promouvoir, comment on va le faire connaître. Voilà. Donc ça, c'est déjà les prérequis. Mais Bernard va nous parler maintenant de la mise en œuvre de la stratégie. Alors, à partir de ces prérequis, tout à fait, Gilles, en fait, la réflexion stratégique de mise en œuvre d'une stratégie digitale ne change pas vraiment du reste de vos canaux. Que vous ouvriez un magasin en centre-ville, que vous développiez une société en électronique, ou vous managez une campagne électorale, vos 3 grands problèmes, c'est de faire venir des gens, par exemple, dans votre magasin, de les faire rester une fois qu'ils sont rentrés et de les faire acheter une fois avant qu'ils sortent. Donc c'est faire en fait venir, faire rester et faire faire, qui sont les 3 grands piliers d'une stratégie digitale. 3 piliers qu'il faut développer d'une manière équilibrée, parce que ça ne sert à rien de faire venir des milliers de gens si personne ne concrétise derrière, et de travailler à fond le faire faire si vous n'avez que 2 visiteurs. Et donc on verra un peu plus loin que la différence avec les canaux standards, c'est les outils que l'on va mettre en œuvre pour faire venir, faire rester et faire faire ce que vous voulez faire à vos visiteurs, vos prospects, pour les transformer en clients. Voilà. D'autre part, une fois que, si vous êtes par exemple dans du B2C et que vous souhaitez faire revenir vos clients, il y a d'énormes outils aussi à mettre en œuvre et sur Internet pour faire revenir les gens, et on verra également plus tard quels sont ces outils-là.
Une fois que votre stratégie est mise en œuvre, ce qui est fondamental, et on le développera plus tard aussi, c'est de mesurer la performance de toutes vos actions. Ce que vous avez mis en œuvre pour faire rester ou pour faire concrétiser des achats, il faut, en fonction des canaux, on le verra tout à l'heure, mesurer la performance de vos investissements et éventuellement corriger tout cela. Voilà un peu les trois grandes étapes, donc deux prérequis, les trois piliers de mise en œuvre et la mesure de la performance pour améliorer de manière continue vos actions. Alors, si on prend les objectifs, c'est la slide suivante, un peu plus en détail, je vais en développer deux. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de développer d'une manière générique des objectifs, mais d'aller au fond dans la réflexion. Par exemple, si vous développez un site de vente en ligne et que vous vendez dans toute l'Europe, et que vous avez mis en place dans certains pays des distributeurs, il faut réfléchir à fond sur les conflits de canaux que vous pouvez avoir entre vos canaux directs et indirects et vos canaux digitaux. Donc la réflexion doit aller à fond. Pareil pour les sites de génération de leads, si vous êtes en une industrie, comment vous allez intégrer cette récupération de leads avec vos canaux et vos commerciaux qui sont sur le terrain. Donc les objectifs, c'est pas que juste définir des objectifs, c'est vraiment aller à fond dans votre stratégie. Alors quelques outils, Gilles vous présentera quelques outils d'aide à l'analyse qui vous permettront d'aller plus à fond dans la définition de vos objectifs. Voilà, donc il y a une multitude d'outils qui sont fournis soit par Google, soit par les autres acteurs du secteur, comme LinkedIn, Twitter, Facebook et j'en passe. Il y a beaucoup d'outils gratuits. Et notamment, il y en a un que j'utilise beaucoup et que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer sur Internet, savoir s'il y a un marché, où sont les gens qui recherchent les produits, services sur le web. Google met à disposition de tout le monde un outil magique. Enfin, franchement, je trouve ça absolument incroyable. Il y a quelques temps, on a payé cher ce genre d'informations. Ça s'appelle Google Trends. Et Google Trends, vous avez sur la fenêtre de droite là une illustration de à quoi ça sert. Vous posez une question comme sur Google et vous avez une courbe qui se dessine qui montre l'évolution de la fréquence de recherche de ce mot-clé en question. Et vous savez sur quel pays, la zone en dessous, sur quel pays, et vous pouvez zoomer, vous pouvez rentrer dans les pays, dans les régions, dans les villes, et vous pouvez ainsi avoir une représentation très intéressante de savoir qui recherche quel produit via Internet. Alors bien sûr, c'est qu'un canal de prospection, mais parfois ça peut être intéressant de se dire, bah tiens, j'avais pas identifié ce pays-là comme étant dans ma cible, moi qui veux me développer à l'international, bah ça peut ouvrir les horizons, et puis on peut après fouiller, et se dire, après tout, est-ce qu'elle est la concurrence sur ce pays-là? On s'aperçoit que sur le web, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Bah, si vous avez une forte demande et peu de concurrence, ça peut être intéressant de faire un test pour vérifier si le jeu en vaut la chandelle. Alors après, il y a d'autres outils qui sont payants, qui permettent d'aller un peu plus loin, comme SEMrush, Hootsuite, etc. Même si Hootsuite, il y a une version gratuite. Là où on a le vrai jus, c'est quand on commence à payer, évidemment. Donc il y a des outils qui sont c'est pas très cher, mais bon, évidemment, pour quelqu'un qui le fait une fois, nous on s'en sert tous les jours, donc on peut faire profiter à nos clients de ce genre d'analyse et donner des informations très 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 intéressantes. En tout cas, à chaque fois, nos clients sont un peu surpris de la précision qu'on peut donner à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein d'outils, et si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir y répondre. Après, il est aussi important, avant de se lancer, de bien réfléchir en amont. Ça sert à rien de se lancer, de se dire, bah tiens, on va faire sur le web la même chose qu'on fait avec nos plaquettes. Je veux dire, clairement, combien de fois j'ai des clients qui me disent, bah tiens, voilà, j'ai ma plaquette, je voudrais que vous fassiez mon site internet qui soit une plaquette. Bah oui, très bien, pourquoi pas, on peut le faire, pas de souci. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens recherchent? Quand vous faites un site internet, l'objectif c'est de peut-être engager les internautes, de répondre aux questions des internautes qui vous connaissent pas encore et qui se posent des questions sur comment résoudre leurs problèmes. Et peut-être que si vous attaquez cette réflexion-là avec cette approche, vous allez voir que ça sert à rien de mettre en avant vos produits, mais plutôt les solutions que répondent, que solvent vos produits. Donc c'est là où on peut réfléchir un petit peu en amont, et c'est là où on peut vous apporter aussi un peu de réflexion, c'est se dire, voilà, comment
quelles sont les offres qu'il faut que j'exclue parce que c'est pas pertinent, ça ne sert à rien, il y a trop de concurrence, etc. C'est bon, voilà. Par contre, il y a des offres qu'il faut que je crée, il y a ou des besoins que j'ai identifiés, que je veux proposer une offre qui va être spécialement pour le web. Il y a des gens qui font ça, hein, il y a des gens qui offrent des produits uniquement des offres web, qui font pas dans la vraie vie, qui sont même pas sur un plaquette papier. Pourquoi ils font ça? Bah, il y a peut-être une raison. Puis d'autres, enfin, qu'on peut atténuer ou renforcer. Donc voilà, ça peut être déjà des axes de réflexion stratégique avant de se lancer comme ça dans la création de son site internet. Maintenant, si vous voulez un site vitrine, un site plaquette électronique, pourquoi pas, c'est mieux que rien, mais c'est pas forcément la meilleure façon de vous faire connaître. Parce qu'une plaquette, vous la remettez, et avec votre carte de visite, le site internet, il est sur internet et les gens vont peut-être pas savoir où il est. Voilà, on va en reparler autrement. Donc il faut essayer de développer une approche customer-centrique. Tout à fait, et c'est pour moi le principal élément, l'élément fondamental de base de toute stratégie digitale. Parce qu'on vous rappelez, on avait eu le faire venir, le faire rester et le faire faire. Et en fait, comment faire venir vos prospects sur Internet? En fait, les personnes qui vont sur Internet, ils vont rarement pour s'amuser. Généralement, ils y vont parce qu'il y a une problématique à résoudre, un problème, une information à chercher, un produit à acheter, des renseignements à trouver. Et ils vont généralement utiliser comme expression clé pour trouver réponse à leurs problèmes des expressions qui sont très très liées à leurs préoccupations. Et donc, à partir du moment où vous avez travaillé vos cibles et vous avez clairement identifié vos cibles et donc compris complètement leurs préoccupations, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir construire un outil où vous allez intégrer du contenu qui est lié très très précisément aux préoccupations de vos cibles, et donc quand ils vont chercher réponse à leurs problèmes, ils vont tomber sur votre site parce que votre référencement naturel sera fait, j'allais dire, naturellement. D'autre part, tous les outils que vous allez mettre en place, les stations de métro, comme on l'a vu tout à l'heure, de votre stratégie digitale, que ce soit du référencement payant, que ce soit du vidéo marketing, etc., vous allez travailler toujours à partir des préoccupations de vos cibles. Et c'est comme ça que vous allez avoir une stratégie digitale performante. Donc ce prérequis que Gilles a présenté tout à l'heure, qui était de travailler vos cibles et leurs préoccupations, est vraiment un élément fondamental de construction d'une stratégie digitale efficace. Alors des exemples parce que on en parlait, je vais vous présenter deux cas, deux cas de site B2B, le cas à gauche, Diagimo, et puis le gars à droite, CG. Donc le cas de Diagimo, c'est un monsieur que j'ai rencontré dans une soirée à CCI qui me dit, bah, Internet, je suis présent, voilà, je suis dans le marketing Internet. Il me dit, oh là, moi Internet, je vais arrêter parce que ça sert à rien, ça m'amène une perte de temps, je reçois plein de demandes de devis et je suis toujours trop cher, donc déjà ça coûte cher mon site Internet, mais en plus si ça me fait perdre du temps, je vais arrêter. Je dis, bah ok, bah, c'est dommage, mais le problème, mais peut-être qu'il y a un problème de positionnement de votre site. Et c'était exactement le problème qu'avait Madame Granet, le site de CG, qui m'a fait confiance. On a retravaillé son site, parce qu'elle avait un site qui lui aussi servait à pas grand-chose, qui faisait perdre du temps et de l'argent. Et on a retravaillé son site, et depuis qu'on a retravaillé son site, bah, son site est devenu un vrai moteur de développement et l'aide vraiment à se développer et à recruter tous les jours de nouveaux clients. Donc c'est des exemples concrets. Donc c'est pas magique, hein, Internet, il y a tout, il y a le bon et le moins bon, mais c'est pas parce qu'on fait un site Internet qu'il va y avoir des clients qui vont venir. Les clients viendront que si vous avez une offre claire qui correspond à leurs besoins, avec un prix qui correspond à l'offre de prix qu'ils sont prêts à payer. Mais c'est comme dans la vraie vie, hein, je veux dire clairement, si vous faites vous ouvrez un magasin et que vous n'en occupez pas bien, votre site est mal, la vitrine est moche, etc., ou vous aurez le trafic que vous méritez, entre guillemets. Et toi, Bernard, tu as aussi une belle histoire à raconter avec l'hôtel de Strasbourg. Oui, tout à fait. Donc là, pour illustrer, en fait, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un prérequis pour moi fondamental aussi, qui est essayer de trouver des propositions uniques de vente, parce qu'à partir du moment où on arrive à identifier une proposition unique de vente et on la met en œuvre sur Internet, c'est un peu jackpot en ce qui concerne le trafic sur le site
et la conversion. Alors là, il y a un exemple qui est, si vous tapez hôtel Strasbourg parce que vous cherchez un hôtel à Strasbourg, vous avez 50 millions de résultats. Donc si vous voulez être visible, vous êtes un hôtel dans Strasbourg et être visible, vous avez un investissement marketing conséquent en digital pour être dans les premiers de la classe, si je puis dire. Alors que si vous arrivez à identifier, là, j'ai un exemple qui est l'exemple de l'hôtel du Dragon, qui est un 3 étoiles au centre de Strasbourg, et qui a identifié 3-4 propositions uniques de vente, et je vais juste en mentionner une, qui est que, bon, à Strasbourg, il y a un énorme hôpital qui est le plus grand de France, et où tous les jours, il y a des colloques, des réunions, des chercheurs, et bien sûr des visites à des patients, et le marché potentiel pour l'hôtel est énorme, représente probablement 50 fois la capacité de l'hôtel. Et donc cette proposition unique de vente, parce qu'en fait il est le plus près de l'hôpital, a été travaillée sur Internet, et donc quand quelqu'un qui soit à Montréal, à Bruxelles ou n'importe où dans le monde cherche un hôtel à Strasbourg et qu'il le souhaite près de l'hôpital, il va probablement taper quelque chose comme hôtel Strasbourg proche de l'hôpital ou hôtel Strasbourg hôpital, et donc sans un investissement considérable, vous voyez que cet hôtel, l'hôtel du Dragon, sort en premier après les publicités. Alors il a identifié 3-4 propositions uniques de vente qui correspond à un marché, à une problématique de cible potentielle, et donc par des investissements de travail sur le contenu, il arrive à avoir un retour sur investissement intéressant juste en travaillant cette partie qui est cette proposition unique de vente. Très bel exemple, merci Bernard. Merci pour ce partage. Donc on a maintenant, vous avez compris, je pense que les principales briques sont là sur comment réfléchir à aux prérequis, études de marché, etc. et vos propositions uniques de vente. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre ces stratégies marketing digital. Et là aussi, c'est une étape importante et ça peut être intéressant de s'appuyer sur des outils et une méthodologie. Oui, donc vous entendez parler de plus en plus de l'inbound marketing, qui est un peu la conceptualisation de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes étapes, faire venir, faire rester, faire faire. Donc c'est attirer des prospects vers soi via du contenu dans un site, à partir du moment où vous avez des visiteurs, les intéresser par différents outils pour qu'ils restent connectés, et puis les engager dans des actions, que ce soit vous contacter si vous êtes dans le B2B ou vendre en direct, faire des achats, et travailler correctement, ensuite transformer ces prospects, ces clients en ambassadeurs, pour qu'eux-mêmes fassent venir des gens sur votre site afin qu'ils deviennent eux-mêmes des visiteurs, etc. Donc cette inbound méthodologie, c'est-à-dire faire venir les clients vers soi plutôt que d'aller vers eux, est vraiment comment dire, l'élément de base d'une stratégie marketing digitale. Alors, pour attirer les prospects, il y a deux grandes techniques. Il y a celle que tu viens de présenter, Bernard, qui s'appelle l'inbound marketing, qui couvre toutes les techniques qu'on connaissait, que sont le SEO, le marketing de contenu, en travaillant sur les unique selling propositions, avec l'exemple du Dragon, faire des campagnes d'emailing personnalisées, ciblées, des emailing 2.0, où on va adresser des campagnes d'emailing aux bonnes personnes au bon moment par rapport à ses centres d'intérêt, utiliser les réseaux sociaux, etc. Il y a tout un mix d'outils qui font partie de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Il y a un autre, il ne faut pas les enterrer non plus, il y a d'autres façons de générer du trafic du jour au lendemain, parce que le inbound, ça prend du temps, il faut réfléchir en amont, il faut blablabla, donc il faut écrire du contenu, il faut être visible par Google, tout ça c'est long, ça prend du temps. C'est efficace, mais ça prend un peu de temps. Alors que ce que j'ai appelé le web outbound, qui couvre les disciplines que sont le PPC, c'est-à-dire le pay-per-click, les publicités display, le RTB, l'emailing de masse, les social ads, toutes ces techniques aussi, il suffit de payer, en gros, pour générer du trafic, sont aussi des techniques qui peuvent très bien marcher dans certains cas. Il faut juste faire attention à une notion fondamentale qui est il faut utiliser ces médias-là tant qu'ils sont profitables, tant qu'ils sont rentables. J'ai eu l'exemple d'un prospect qui dépensait, à chaque fois qu'il faisait une vente, ça lui perdait de l'argent, et il continue à payer Google
pour l'aider à faire des ventes où il perdait de l'argent parce que le prix de revient, la marge qu'il dégageait sur son affaire, ne couvrait pas le prix d'acquisition d'un client. Vous imaginez le truc, donc il perdait tous les mois 60 000 euros. Depuis quelques mois, il se posait des questions, il dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le web marketing, le web outbound, ça marche bien, mais il faut que ce soit bien fait. Alors il y a des nouvelles techniques, là, il y a tous les jours, c'est un métier, il y a tous les jours des nouvelles techniques, tous les jours des nouveaux trucs. Aujourd'hui, il y a deux, trois techniques qui sont en train de percer, là, c'est la publicité sur YouTube. Vous sachez que vous avez un moyen de faire de la publicité avec YouTube et vous ne payez que si les gens ont vu au moins 30 secondes de votre vidéo. S'ils ont visionné moins de 30 secondes, vous ne payez pas. Donc ça vous permet déjà de faire de la notoriété. Et c'est un outil très très puissant qui se développe. Et pour quelques centimes d'euros, vous avez un outil qui est maintenant très puissant, de façon à parler de vous, de vous faire connaître en utilisant donc le référencement payant et d'autres qu'on a identifiés. On pourrait vous parler si vous étiez intéressé. Donc voilà. Alors, la base reste quand même le marketing de contenu, c'est-à-dire que, et on l'a vu tout à l'heure, le fait de travailler vos cibles et de travailler leurs préoccupations va vous permettre de construire du contenu intéressant pour eux et qui, alors il y a plein de techniques, on les verra pas tous, mais le webinar, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, des white papers, de l'emailing avec des newsletters, des vidéos, ce que je viens d'expliquer, utiliser les social médias, mais chaque fois il faut produire du contenu de qualité, c'est-à-dire un contenu qui répond aux préoccupations de vos cibles, parce que c'est en tapant des expressions clés liées à leurs préoccupations qui vont vous trouver. C'est clair. Donc une fois qu'on a fait ce contenu, il faudra bien sûr le diffuser. Et là aussi, il y a plein de canaux de diffusion. Le site internet peut être un canal, ça peut être l'emailing, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le référencement payant, mais il faut être capable d'identifier qui consulte quoi. Et là aussi, si vous n'avez pas un outil qui vous permet de mesurer finement quels sont les articles, quelles sont les vidéos, quels sont les blog posts que vous avez créés et qui génèrent des visites, qui génèrent des vues et surtout des leads, bah c'est dommage, parce que c'est ce qui vous permettrait justement de savoir ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer. Voilà, donc il faut des outils pour ça, et ça devient un petit peu compliqué quand vous utilisez toutes ces plateformes qui sont toutes dissociées les unes des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des plateformes qui se créent, qui existent, et qui permettent d'automatiser et de mieux piloter la réalisation, la performance de toutes ces actions. Pardon. Oui, Bernard. Ouais, donc on a la première étape qu'on a vue, c'était d'acquérir des visiteurs, mais une fois qu'ils sont sur votre site, comment on fait pour les transformer en prospects, qui restent sur votre site et éventuellement qui transforment en clients. Et donc il y a, comme vous le savez, pas mal de techniques, par exemple les call to action que Gilles détaillera un peu plus après, mais on sait aujourd'hui qu'une page qui n'a pas de call for action, on perd à peu près la moitié du trafic. De même, les landing pages, élément fondamental, autant faire un des aspects de transformation des visiteurs en confirmation, soit d'achat, soit de contact, est les landing pages. L'architecture de conversion que vous avez dans votre site, plus elle est courte, mieux c'est. Donc si vous avez des landing pages qui sont des pages d'accueil dans votre site et qui sont en même temps des pages de conversion, vous optimisez au mieux les taux de conversion. Vous avez aussi posé les bonnes questions pour qualifier vos prospects, parce que le canal digital est un des canaux, mais vous pouvez récupérer toutes ces informations pour passer également ces informations dans vos autres canaux. Enfin, bref, plusieurs techniques, il y en a bien plus, existent aujourd'hui pour rendre votre site hyper performant dans la transformation. Ok. Alors, effectivement, le call to action, c'est amusant de voir l'importance d'un bouton, la couleur du texte qui est sur le bouton, de sa forme, de son positionnement. Tout ça peut avoir des incidences sur la performance de votre site. Donc, tout ça, ça se mesure, ça s'optimise. Et ça permet d'augmenter les performances de son site. Tout comme le landing page, il faut créer des landing pages, il faut qu'elles soient simples, claires, que les gens se rendent rapidement compte de l'offre que vous avez proposée, qu'ils se rendent compte de est-ce que le niveau d'information qu'on me demande de remplir pour remplir un formulaire est adapté par rapport à la valeur de
proposition qui m'est faite de recevoir tel livre blanc ou telle chose. C'est clair, si on met un formulaire avec 15 questions sur votre date de naissance, votre sexe, votre situation maritale, machin, etc., pour chercher un livre blanc sur le SEO, on peut se poser des questions de savoir si c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, il faut savoir adapter, c'est un bon compromis qu'il faut trouver entre la valeur de votre proposition par rapport à la valeur des informations que vous demandez, qui doit rester cohérent, au risque de dégrader les performances de votre landing page. On a un exemple proposé là. D'ailleurs, je vous demandais de répondre par A plus B. Alors, préparez-vous à sauter sur votre questionnaire, et répondez-moi à ces petites questions. D'après vous, sur ces deux pages là qui vous sont présentées, la page A ou la page B, quelle est celle qui a été la plus efficace? Je vais vous donner la réponse tout de suite après. Mais répondez dans la boîte à questions A ou B, sachant que la seule chose qui différencie la page A de la page B, c'est le bouton vert que vous voyez. Il y en a un à gauche sur la page A, il y a marqué Customize It. Et puis l'autre, sur la page B, Personalize Now. Donc ça, il y en a qui commencent à répondre. Donc je vous laisse quelques secondes. Donc je vois les réponses. Ok. Alors on va pas rester trop longtemps là-dessus. Je vais vous donner tout de suite la réponse. La réponse, c'est que la page B, bravo à tous ceux qui ont répondu à la page B, vous êtes nombreux là. Marie, désolé, c'est pas la page A, la page B. Et pourquoi la page B? Parce qu'on le dit, faites-le maintenant. Le now est juste essentiel. C'est le genre de petits détails qui fait que la page va être plus efficace. Et vous imaginez le taux de 24% de vente en plus. 24% de vente en plus simplement en mettant un mot, en changeant le texte du bouton. 47% de recettes en plus par visiteur. Pour la même page, les mêmes produits, les mêmes prix, simplement le texte sur le bouton. Vous imaginez l'importance que ça peut avoir? Donc voilà, c'était juste un petit test pour vous expliquer l'importance de la conversion. Alors on peut s'amuser quand on a un gros site, on peut avoir plein de pages de test, de ce qu'on appelle, on va faire du testing, on va faire des tests AB, et on va pouvoir, si on a les bons outils, on va pouvoir tester les meilleures combinaisons de textes, de positionnement d'images, de promesses, de formulaires, de façon à pouvoir faire ça de manière très fine. Et encore, si on n'a pas l'outil, on est un peu embêté. Alors la dernière étape, c'est de convertir vos prospects en clients. Là aussi, pas mal d'outils et de techniques en fonction de vos cibles et de votre marché. Donc si vous avez la chance de convertir vos clients tout de suite, par exemple sur un site en vente, c'est parfait. Mais c'est pas toujours le cas. Et donc comment va-t-on faire en sorte de convertir le maximum de clients? Alors vous récupérez des tas de données sur un site internet. Vous pouvez utiliser par exemple l'emailing très personnalisé parce que vous avez l'expérience du client sur votre site et vous pouvez aller envoyer des mails très spécifiques à certaines parties de vos cibles. Vous avez d'outils d'automatisation du marketing. Par exemple, le remarketing est un outil efficace aussi où vous allez reprendre contact directement avec certains de vos visiteurs qui sont éventuellement sur d'autres sites. Vous pouvez également utiliser toutes les informations que vous récoltez sur le site et intégrer ces informations là on parle de Salesforce, mais dans un outil de CRM, et vous allez donner tous ces leads à votre force de vente sur le terrain, avec déjà tout un travail d'analyse préformaté. Et donc, si des clients ne convertissent pas tout de suite, vous avez des tas d'outils puisés sur le site que vous pouvez mettre en œuvre pour aller les récupérer, si je puis dire. Effectivement, tu as dit une notion fondamentale, c'est qu'à un moment donné, il faut vendre. Et quand est-ce qu'on va pouvoir passer aux commerciaux, ce que tu as dit, des informations qui vont permettre au commercial de closer la vente. Et cette étape-là, elle est juste essentielle. Vous allez, si vous stockez, vous historisez toutes les informations d'un de vos prospects, et vous savez qu'il a participé à tel webinaire, qu'il a rempli à tel sondage, qu'il a téléchargé tel livre blanc, etc. Toutes ces informations peuvent être stockées et dans votre CRM, bien sûr, et collectées pour vous identifier, vous aider à identifier quand est-ce
quand est-ce que c'est le bon moment, de transmettre ce lead à vos équipes commerciales pour qu'ils rentrent en contact, pour proposer une démonstration, pour caler un rendez-vous, etc. Bref, là c'est la transition et c'est là où c'est important d'identifier le bon moment pour que cette personne, en groupe en l'occurrence, soit recontactée pour être contactée par une équipe commerciale. Et donc là aussi, d'avoir des outils mis en place qui sont tout unifiés, intégrés, etc. Ça peut largement aider, simplifier le travail des équipes des équipes marketing vs commercial. Et là, on arrive au dernier point, si je puis dire. On a vu que l'on avait travaillé ces prérequis, mis en place une stratégie digitale, et la troisième étape est la mesure. Et la mesure de chaque canal. Vous allez investir dans un site, vous allez investir dans des outils, on en a vu quelques-uns, que ce soit le PPC, l'emailing, le video marketing, etc. Et il est important de mesurer la performance de ces canaux, et comme Gilles le disait tout à l'heure, que ça ne vous coûte pas plus que ça vous rapporte. Et donc tout l'intérêt ici, c'est d'identifier les bonnes mesures. Alors je vais prendre un exemple, parce que tout à l'heure je parlais d'hôtel et je vais rester dans l'hôtellerie, parce que l'exemple est simple. On a travaillé par exemple pour des chaînes d'hôtels, et donc à partir du moment où vous activez par exemple du PPC, ce qui est intéressant, c'est de mesurer et de piloter les campagnes au coût de conversion. Alors que beaucoup de gens mesurent le nombre de leads ou le nombre de visiteurs ou le nombre de personnes qui ont cliqué sur le petit bouton réservé et qui n'est pas sur une plateforme de réservation avec paiement, mais il y a rarement la traçabilité jusqu'au bout. À partir du moment où vous mettez en place traçabilité, vous vous apercevez de choses tout à fait intéressantes. Par exemple, on peut avoir l'impression que tel mot-clé ou telle expression génère beaucoup de trafic et des réservations au bout, alors que non, et que d'autres mots-clés qui sont en fait peu utilisés vont permettre d'avoir un taux ou un coût de conversion extrêmement faible. Et donc, l'intérêt de ces mesures, quel que soit le canal, c'est d'essayer de travailler, d'améliorer votre référencement naturel sur des expressions qui convertissent à bas coût et d'éliminer éventuellement des expressions qui coûtent extrêmement cher. Et donc la mesure, c'est pas seulement savoir si on est bon ou pas, mais c'est surtout d'avoir une stratégie d'amélioration continue. Claire. Donc on va effectivement, donc là j'ai un autre slide pour vous présenter un autre exemple de tableau de bord qui permet de mesurer le nombre de visiteurs, le nombre de leads et le nombre de conversions, qui est juste essentiel, hein, au bout du compte. C'est ça ce qui est important, c'est pas seulement d'avoir des visiteurs, c'est pas seulement d'avoir des leads, c'est d'avoir des leads qui convertissent et qui achètent, qui transforment et qui deviennent des clients. Et donc ça permet de, si vous avez un outil bien configuré, ça peut être Google Analytics, mais c'est pas toujours aussi facile. Ça peut être un outil qui va vous permettre de simplifier, de savoir est-ce que vos articles de blog sont efficaces, est-ce que votre site est efficace, est-ce que vos call to action sont efficaces, est-ce que vos landing pages sont efficaces, est-ce que vos posts sur les forums ou sur les réseaux sociaux sont efficaces, etc., etc. Donc ce genre d'outil, ça permet d'optimiser vos campagnes de communication, campagnes de prospection et de recrutement de nouveaux clients. Alors, on a mis, un peu en forme de conclusion, on a mis en place un processus d'optimisation permanent. On a vu la découverte, l'IBA, Internet Business Analysis, qui est un peu la phase de construction des prérequis. La création et l'implémentation d'une stratégie digitale, la mesure, on l'a vu, mais c'est bien de mesurer, mais il faut aussi mettre en place les actions correctrices. Et souvent, les actions correctrices peuvent être de l'optimisation, comme j'ai donné quelques exemples, mais aussi une remise en cause beaucoup plus fondamentale de sa stratégie digitale. On a par exemple des clients, des ETI européennes qui depuis maintenant 10 ans investissent dans leur stratégie digitale et qui ont une stratégie commerciale de terrain locale et en fait une stratégie digitale qui était nationale ou internationale. Et donc ils se sont rendus compte en mesurant et en mesurant toutes leurs actions qu'il y avait une déconnexion entre leur stratégie et leur stratégie digitale. Et donc ça permet non seulement de remettre en place du tuning, comme on dit, d'outils, d'essayer, d'optimiser, mais aussi de remettre en cause ou de remettre sur le tapis une découverte et de repréciser une stratégie digitale améliorée. Okay.
Donc ce cycle permanent basé sur la qualité totale est fondamental. Fondamental à tout point de vue pour année après année, mois après mois, optimiser le retour sur investissement du digital. Ok, merci Bernard. Alors il y en a quelques-uns qui m'informent qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que nous on nous entend bien? Toujours pas de problème? Parce qu'il y a Maurice qui dit qu'il y a un problème de son. Ok. Très bien, donc ça doit être chez Maurice alors. Merci à tous. Donc on va terminer maintenant, parce qu'on a fait le tour de ce sujet. On va rentrer dans la phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y en a eu 2-3 pendant, enfin non, plus que 2-3, il y a eu quelques questions pendant le webinaire. N'hésitez pas à nous poser encore des questions, mais pour en savoir plus, sachez qu'on a préparé des petits cadeaux pour vous. Vous pouvez télécharger notre e-book 15 façons d'optimiser, il manque un i, sur le taux de conversion de votre site internet. Regardez notre vidéo 5 tendances clés du marketing digital en 2015, qui est aussi disponible. Vous contactez bien sûr votre consultant WSI, vous avez sur notre site WSI la liste de toutes les agences qui sont près de chez vous, donc n'hésitez pas, il y a forcément quelqu'un près de chez vous. Donc, et qui seront ravis de pouvoir vous aider. On a aussi mis en vente sur Amazon un ouvrage qui a été écrit par Bernard, qui participe aujourd'hui, qui faisait un chapitre sur la stratégie marketing digital. Donc, il vous retrouvez comme étant l'auteur du premier chapitre du livre Digital Minds, qui est en vente sur Amazon. Mais il y a 11 autres chapitres qui sont développés, écrits par d'autres consultants du réseau WSI. Donc, un livre écrit par et pour des Français, en français, et en vente sur Amazon. Donc bien sûr, vous pouvez vous le procurer et on sera ravis de pouvoir avoir vos commentaires, parce qu'on a pour l'instant pas mal d'échos très très sympathiques. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ce ouvrage avant qu'on en fasse une prochaine version. Donc il est temps de lancer un petit sondage avant qu'on réponde à vos questions. Et donc on a un petit sondage à vous poser par rapport suite à ce webinaire. Avant de rentrer dans la phase de questions-réponses, on voudrait vous poser un petit sondage. Donc, le temps que je trouve le bouton sondage qui était parti, voilà. Est-ce que, à la suite de ce webinaire, vous dites, bah, effectivement, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair sur quel est mon niveau de maturité de mon entreprise face au digital marketing. Donc, j'ai besoin d'une prestation d'évaluation ou une phase de diagnostic. Vous savez que vous avez déjà un bon niveau de performance et que vous souhaiteriez l'améliorer et voir l'optimiser. Ou bien dire aujourd'hui j'ai juste besoin d'y voir plus clair, aidez-moi à me former, formez-moi et mes équipes aux techniques du digital marketing. Ça peut être aussi un bon moyen de commencer. Donc on aimerait que vous puissiez répondre à ce petit sondage et que je vais lancer tout de suite. Ça nous permettra de pouvoir revenir vers vous avec la réponse la mieux appropriée par rapport à vos attentes. Donc on vous laisse quelques secondes. 1 minute pour être précis. Pendant ce temps-là, on va analyser toutes les questions que vous avez pu nous poser sans pouvoir venir vers vous et terminer ce webinaire juste à l'heure. Donc je vous laisse quelques secondes, je vais me muter pour pas faire de bruit, pour pas vous perturber pendant vos réflexions. Ok, donc non Maurice, le son, c'était juste qu'on s'était muté pour éviter de polluer vos réflexions, donc ça fait 1 minute. Donc on va fermer ce sondage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Je vais partager les résultats, et c'est intéressant d'ailleurs. J'ai partagé les résultats, de toute façon parce que tout le monde, voilà, vous êtes beaucoup, et c'est pas surprenant, à nous dire, on a peut-être besoin de formation pour élaborer une stratégie digital marketing. Vous êtes 37% à dire j'aimerais bien l'optimiser, et à peu près pareil, 16 et 18%, soit pour l'évaluation, soit du diagnostic. Donc voilà, c'est quand même vachement intéressant. Vous êtes 64% à avoir voté, et merci à vous tous. Franchement, c'est voilà,
On va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Donc Pierre m'a fait une petite synthèse de toutes les questions qui ont été préparées et posées pendant le webinaire. Donc il y a des questions. Alors il y a une question de Philippe qui nous dit il y a beaucoup de différences de prix entre les concurrents. Et pourquoi y a-t-il autant de différences? Je pense que c'est Philippe, si vous pouvez préciser votre question, des concurrents de quoi, des prestataires de... Si vous pouvez juste nous mettre un petit commentaire pour qu'on comprenne mieux la question, parce que c'est pas forcément... voilà, pas compris. Il y en a qui nous remercient pour le tip là, sur le call to action, là, pas de quoi. Marie, pas de souci. Merci à Pascal pour tes commentaires. Alors il y a Aurélien qui dit, est-ce que dans l'exemple justement du test là, AB là, sur le bouton, est-ce que la taille du bouton n'était pas aussi un impact dans notre exemple? Peut-être que c'est la taille peut être importante, effectivement. Mais bon, ils n'étaient pas... C'était pas le double de l'autre, hein, je veux dire, c'était clair que c'était, mais effectivement, il faut que votre bouton soit visible, il faut qu'il soit, qu'il ait un code couleur qui dénote, qu'il soit tout de suite perçu par l'internaute, éventuellement faire gaffe aux daltoniens, qui peuvent aussi, qui représentent 15 à 20% de la population dans le monde. Donc, il faut prendre en compte tous ces critères-là. Parce que c'est clair, si vous pensez avoir fait le job en changeant simplement le code couleur du bouton, vous avez 20% des internautes qui ne le voient pas parce qu'ils sont daltoniens, ben c'est dommage. Vous allez perdre 20% de clics potentiels. Donc il faut prendre en compte tous ces critères-là. Alors il y a quelqu'un, il y a Philippe qui nous dit j'ai déjà lu le bouquin Digital Minds, c'est Philippe. Et ben Philippe, dites tout ce que vous en pensez concrètement. J'aimerais bien avoir votre avis et je partagerai tel que à la communauté. Alors il y a Renaud qui pose une question sur les applications smartphone. Tu as peut-être un sujet là-dessus, Bernard, toi, les hôtels, ils ont peut-être développé des applications smartphone, etc. Oui, tout à fait. Enfin, je reviens sur la slide du gourou de Google qui disait que Internet va évoluer dans les 5 prochaines années, beaucoup plus que les 25 dernières, et particulièrement sur ce sujet-là, parce que il y a 2 sujets importants qui vont modifier un peu la donne. Le premier est technique, c'est que on va arriver à automatiser les processus mobiles. Jusqu'à présent, on avait automatisé des processus fixes, et avec les objets connectés, les services connectés, va se développer énormément d'applicatifs de services digitaux via les smartphones sur les applications mobiles. Donc c'est vrai que c'est une révolution. On la mesure pas aujourd'hui, mais l'automatisation des processus mobiles va être une révolution technologique, sociale, etc. Le deuxième point, qui est un point dont on parle peu, qui est l'implication sur le management, parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, il y a 15 ans, le digital c'était l'affaire des experts, puis petit à petit c'est devenu l'affaire de spécialistes du digital, puis du marketing, et puis toutes les réflexions sur le marketing digital à intégrer les directions marketing, puis récemment les directions générales qui sont emparées du sujet. Et la prochaine étape va être, à mon avis, le conseil d'administration. Pourquoi? Parce que ces révolutions technologiques vont avoir un impact énorme sur les stratégies d'entreprise. Exemple, moi je dis toujours à les industriels, demain les engrenages vont communiquer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une minute à l'autre, une PME, une ETI peut tout d'un coup voir tous ses produits obsolètes parce que la réflexion du digital et du numérique plus largement sur stratégie n'a pas été correctement appréhendée. Donc le digital et le numérique plus généralement vont devenir des sujets de conseil d'administration, d'autant plus que généralement l'impact modifie les business models.
Et quand on modifie les business models, c'est vraiment un sujet de conseil d'administration. Donc un impact technique dû comment dire, à l'apparition de la capacité des mobiles à porter beaucoup de data et un aspect management avec d'ailleurs l'IFAC et l'Institut français des administrateurs a fait un sondage. Aujourd'hui, 70% des administrateurs en France disent « Dans mon conseil, il n'y a pas de compétences numériques ». C'est un vrai sujet. Et je reviens sur l'exemple de la discussion, j'ai assisté à la conférence de Michael Aguilar l'autre soir, et il donne des exemples assez frappants de voir. Michael Aguilar, c'est juste un spécialiste, un super commercial, un commercial d'élite. Donc il a écrit un bouquin, il fait des conférences, et il est passionnant, il vit ses trucs, c'est juste passionnant. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, ne le ratez pas. Alors je sais qu'il va intervenir bientôt dans une soirée plénière des représentants de l'association Plateau. Donc ne ratez pas cette soirée-là, s'il y en a qui m'écoutent. Il y a Marie qui est orateur chez nous, donc c'est franchement quelqu'un de passionnant. Et il racontait l'exemple des agences de voyage. Les agences de voyage qui dit, mais si vous êtes une agence de voyage qui ne portez pas plus de valeur qu'Internet, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que vous ne pouvez pas empêcher un internaute de se dire, faites la différence, faisez la différence, d'après, effectivement, c'est son leitmotiv, faisez la différence. C'est spécialement accrocheur. Donc faisez la différence, parce que si vous n'êtes pas différent, si vous ne portez pas plus que la machine, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et donc si vous n'avez pas conscience aujourd'hui de ce qu'apporte la machine, c'est pas normal. Je suis intervenu dans une conférence l'année dernière à Juan-les-Pins devant une 150aine de professionnels de la traduction, et je leur ai parlé de Google Translate. Tout le monde a rigolé. Mais quand j'aurais montré les résultats de Google Translate sur un site internet, il y avait 50% des entrepreneurs qui étaient là, qui vivaient de la traduction de sites internet, ils ont commencé à blêmir. Quand je leur ai demandé s'ils connaissaient Droid Translator, personne ne connaissait. Droid Translator, ça fait quoi? Ça permet de faire de l'interprétation en temps réel de conférences via Skype. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui discutent sur Skype, chacun dans sa langue, et en temps réel, sur internet, il y a une puissance de calcul phénoménale qui est capable de traduire en temps réel la conversation d'une personne d'une langue dans une autre et vice-versa. Vous imaginez le truc? C'est ce genre de révolutions qui sont en train d'arriver aujourd'hui, qui sont possibles grâce à Internet, grâce à l'évolution, les mobiles, les smartphones, etc. C'est quelque chose de colossal. Et ce que disait Bernard, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dramatique de voir que dans les conseils d'administration, les entreprises n'ont même pas conscience de ce qui est en train de leur arriver. Il y a déjà des entreprises qui ont disparu. Des agences de voyage, il y en a beaucoup qui ont souffert, qui ont disparu. L'industrie a souffert, l'industrie de la presse a souffert, elle souffre encore. La télévision, la radio, enfin vous avez vu tout à l'heure dans un des premiers salles que j'ai présenté, les gens migrent sur Internet. Et donc les annonceurs migrent sur Internet. Et tous ceux qui vivent des annonceurs, ils sont mal aujourd'hui s'ils ne sont pas sur Internet. Voilà, donc ça c'est des petits mots de la fin peut-être, parce qu'il est l'heure, il est déjà 15 heures. On n'a peut-être pas le temps de traiter toutes les questions, mais en tout cas on était ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Franchement, vous étiez très très nombreux de toute la planète pratiquement, parce qu'il y en a qui viennent de Martinique, qui viennent du Luxembourg, il y en a qui viennent d'un peu partout. Merci à vous tous pour vos commentaires, vos questions, vos témoignages, vos félicitations, ça nous a fait très très plaisir et on est ravis de tout ça. Dernier petit slide. Ne ratez pas le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 19 mars. Vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda, de 14h à 15h comme aujourd'hui. Ce sera sur le 7e épisode de la saison 4, gagner en avantage compétitif. Donc on traitera un sujet important. Donc merci à vous. Merci à vous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci Bernard pour ton intervention, très appréciée. Et bonne réflexion. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez. Et encore une fois, il y a un petit questionnaire de satisfaction à la fin. Restez bien connectés. Le questionnaire va arriver tout de suite après. Merci à vous toutes et tous. Et à très bientôt, on espère.